Et on va commencer en revenant donc sur cette annonce qui a été faite par Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Cette étudiante gazaoui, donc, qui appelait, on le rappelle, à tuer et à brûler des juifs, n'est plus sur le territoire national. On revient d'abord sur cette affaire avec Hélène Charpy. Jean-Noël Barrot l'a annoncé ce dimanche soir. Nour Atta a quitté la France pour poursuivre ses études au Qatar. Elle n'y avait pas sa place, je l'avais dit, nous l'avons fait. Ce départ n'aurait pas été possible sans la mobilisation décisive des agents du Quai d'Orsay et de ceux qui les ont appuyés. Je les en remercie. Cette annonce intervient après une vive polémique concernant la jeune femme. Elle était arrivée en France il y a quelques semaines pour intégrer Sciences Po Lille à la rentrée. Bénéficiaire d'une bourse du gouvernement dans le cadre du programme destiné aux étudiants gazaouis, elle avait rapidement été visée par une enquête pour apologie du terrorisme. En cause, d'anciens messages antisémites sur ses réseaux sociaux, supprimés depuis. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau avait alors ordonné la fermeture de son compte X. L'étudiante avait été désinscrite de Sciences Po. Et après de vives réactions de la classe politique, Jean-Noël Barrot a annoncé le gel de toutes les opérations d'accueil de Gazaouis, ainsi que la vérification de tous les profils accueillis jusqu'ici. Retenu otage depuis plus de 3 ans. Georges Fenech, effectivement, on peut saluer cette décision qui était nécessaire, mais on parle d'une expulsion, on s'en félicite, mais il faudrait peut-être faire un peu plus. Oui, Et d'ailleurs, être plus vigilant, d'ailleurs. c'est pas vraiment une expulsion, oui. elle part, Oui. en réalité. On lui a trouvé une place. Voilà, le Qatar l'a accepté. On notera que ni l'Égypte ni la Jordanie n'ont fait des offres de services. Donc on peut s'en féliciter d'ailleurs de cette solution, mais encore une fois, ça n'efface pas, c'était l'objet de votre éditorial, l'erreur qui a été commise, et nous aimerions savoir effectivement ce qui s'est réellement passé, puisqu'il y a une enquête interne qui a été diligentée, mais à mon avis, ça mériterait mieux qu'une enquête interne. C'est-à-dire, on attend peut-être la rentrée parlementaire pour qu'il y ait une audition, par exemple, par la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale du ministre. Et ça n'exclut pas non plus qu'il y a encore plus de 200 Gazaouis qui sont sur le territoire national et dont on peut s'inquiéter quand même de savoir quels sont vraiment leurs profils, voyez-vous. Donc rien, en fait, n'est réglé par cette décision qui est la bienvenue, mais qui reste le problème entier, quoi. Je vous voyais acquiescer, Judith, quand Georges disait il faut plus qu'une enquête interne, parce que c'est quand même important de savoir. Et je le disais, mais c'était sur ces réseaux sociaux, donc très facilement accessible pour tout le monde. Pourquoi il n'y a pas eu de vérification ? Parce que notre système diplomatique dans cette région est complètement gangréné et depuis très longtemps. On a beaucoup parlé sur ce plateau du consulat français à Jérusalem. On a moins parlé des accords qui existent entre la France et l'université islamique de Gaza, par exemple, qui se flatte d'avoir formé les principaux cadres du Hamas, parmi lesquels Yahya Sinwar, ou Haniyeh, par exemple, qui a donné un doctorat d'honneur à El-Qaradawi, qui est un des fondateurs des frères musulmans, en tout cas la figure de référence. Eh bien, figurez-vous que la France la subventionne, finance des programmes, finance des échanges. Et tout ça a été mis au jour par Mohamed Louisi, que vous connaissez, qui est un frère musulman repenti, un spécialiste et pour cause du sujet, qui mène des enquêtes approfondies et très fouillées. Donc, ce qu'il faudrait, c'est une commission d'enquête parlementaire. Je vais plus loin que Georges, qui réclame... Ou au minimum une mission. Une audition, pour vraiment mettre à plat tous les liens, et pas seulement les échanges qui se traduisent par des arrivées de Gazaouis en France. Parce que Raphaël Steinville, comme Georges le rappelait, n'était pas seul, évidemment, à être arrivé. Et puis surtout, on se rend compte quand on tire le fil que c'est des réfugiés qu'on accueille sans faire attention à qui on accueille. Hier, dans le JDD, il y avait notamment cet article sur les ONG pro-palestiniennes qui sont subventionnées par l'Union européenne et par la France. Et on se dit, tout le monde le sait, tout le monde est au courant de tout ce qui se passe, mais personne ne fait rien. Alors qu'il y a un réel danger pour la France et parfois pour nos compatriotes aussi.
Oui, il y a une naïveté, un aveuglement qui sont absolument sidérants. Mais pour poursuivre sur ce que disait Georges Fenech et sur les failles qui ont conduit finalement à ce que la France accueille non seulement cette étudiante, mais alors avec un visa d'étudiant, mais d'autres réfugiés qui, eux, ont obtenu le statut de réfugiés, il faut véritablement pouvoir s'intéresser à la manière dont sont conduites les enquêtes qui permettent à ces étudiants, à ces hommes, à ces femmes de venir en France. Éric Danon, l'ancien ambassadeur de France en Israël, expliquait que les agents consulaires du consulat de Jérusalem étaient totalement tropicalisés. Alors, au-delà du fait que nombre d'entre eux sont des locaux, des contrats locaux, ceux qui travaillent dans ce consulat, ils sont depuis tellement longtemps qu'ils ont finalement adopté à la fois la manière de penser, la manière d'être des Palestiniens qu'ils sont censés représenter. Et c'est là où c'est le problème, parce que ils sont censés représenter la France, ils sont censés représenter l'intérêt de la France. Et en fait, ce sont quasiment des alliés objectifs du Hamas dans la bande de Gaza. Sarah Salman, c'est aussi ce qu'on dit depuis le début, c'est que certains avaient alerté en disant attention, il est logique que si on accueille des réfugiés, ils vont venir avec leur histoire, leur éducation. Elle est très jeune, elle n'a sans doute connu quasiment que le Hamas. Donc finalement, on ne peut pas s'étonner de ces propos. Évidemment que chez nous, c'est très choquant. Oui, c'est très choquant. Proches, ça ne l'est sans doute Après, pas. il y a aussi probablement des Gazaouis qui sont victimes du Hamas, il ne faut pas l'oublier. Et qui ne peuvent pas de toute façon se rebeller sous peine d'être... Voilà, on le sait. On le sait, oui, on le sait, je dis probablement, mais vous avez raison, et qu'on accueille ces Gazaouis qui sont victimes, ça c'est compréhensible. Le problème, c'est qu'il faut faire une sélection, et que là, il suffisait d'une simple recherche sur Twitter, et ce sont les internautes qui l'ont fait. Ce qui me gêne, c'est que Jean-Noël Barrot se félicite. Il devrait plutôt s'excuser en réalité. C'est dangereux ce qui s'est passé, c'est très dangereux. De corriger l'erreur qu'il a laissé faire quelque part. Oui, et c'est grâce aux internautes, vous imaginez, c'est grâce à des internautes qui ont simplement cherché son nom sur Twitter. C'était quand même à la portée de tous. Donc ça, c'est assez étonnant. Et je précise aussi, un départ volontaire fait qu'on peut éventuellement revenir. C'est pas du tout une expulsion. Là, on vend ça, si je puis dire, comme si c'était on a réussi à la faire partir. Non, elle a décidé. Une option pour elle a décidé de partir. C'est pas du tout la même chose. Mais on aurait pu penser même qu'elle ait pu être poursuivie pour les propos qu'elle a pu tenir. Alors une enquête a été ouverte. Non, mais une enquête a été ouverte dès lors qu'elle est au Qatar. Il n'y a aucune chance. Maintenant, a priori, on peut très bien poursuivre par défaut. Hein. Oui, non, mais d'accord. Oui, alors après, il faut exécuter sa peine aussi. Aujourd'hui, c'est quand même une prime qui a été accordée. Vous auriez préféré qu'elle reste ici le temps que le jugement... J'aurais préféré surtout qu'elle ne vienne jamais. Pas. Ouais. Non, sans vouloir dédouaner en quoi que ce soit, ni le Quai d'Orsay, ni le consulat de Jérusalem, n'oubliez pas que tout cela est la conséquence aussi d'une décision de la Cour nationale de droit d'asile qui a ouvert les vannes. La France n'a pas son mot à dire. Vous comprenez ? Donc ça, c'est le vrai sujet. Il est là. Comment faire à partir du moment où on vous dit que tous les Gazaouis ont vocation à obtenir un statut de réfugié au moins subsidiaire, voyez-vous ? Donc c'est compliqué la situation. Faire une enquête ou taper un nom dans Google, je pense que c'est à la portée de n'importe qui. Oui, mais tout le monde n'écrit pas sur les réseaux sociaux. Une fois qu'il y a eu cette décision, et toutes les personnes qui viennent ne vont pas écrire des propos aussi nauséabonds sur les réseaux sociaux. Vous en avez mais parfois c'est aussi plus dangereux s'ils ne l'écrivent pas mais qu'ils le pensent. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous avez raison. À visage découvert, c'est qu'on a pu s'en rendre compte. On va continuer avec un autre sujet. C'est un homme qui a été blessé à la gorge par 2 clandestins à Toulouse. L'un des agresseurs était sous OQTF, une affaire qui relance évidemment le débat sur ses obligations de quitter le territoire français que vous, Georges, vous appelez les IQTF, les invitations à quitter le territoire français. J'avais entendu cette phrase, je l'ai reprise. Plus une invitation à mon compte. Oui, on propose, on n'impose rien, surtout, il ne faudrait pas... Si, on impose, mais on laisse l'intéressé décider du... Il fait ce qu'il veut. En fait, voilà. On propose, il dispose. Voilà. Mais justement, on va regarder l'état des lieux de ces OQTF en France avec Chloé Tarka. Une agression à Toulouse qui pose une nouvelle fois la question de l'efficacité des OQTF. Ces obligations de quitter le territoire français, décidées par les préfets, concernent des personnes en situation irrégulière ou dont le droit au séjour a été refusé ou retiré. Mais dans les faits, elles restent très peu appliquées. En 2024, seulement une OQTF sur 10 a été exécutée. En cause notamment la saturation des centres de rétention et une durée de rétention jugée par certains trop courte.
courte pour organiser effectivement l'expulsion. Face à cette inefficacité, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a porté une mesure votée début juillet, l'allongement de la durée de rétention administrative qui pourra aller jusqu'à 210 jours pour certains profils, contre 90 jours aujourd'hui. Sont concernés notamment les étrangers condamnés à une interdiction du territoire. Autre annonce, celle du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui souhaite supprimer les aménagements de peine pour les étrangers sous OQTF. La loi va être changée et ils appliqueront la loi nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des gens à qui on aménage la peine de sortie de prison parce qu'on pense qu'ils vont avoir un emploi, parce qu'ils vont s'insérer, alors qu'ils sont sous OQTF. Ben non. J'essaie d'expliquer à tout le monde que le QTF, il a vocation à partir. On ne va pas aménager sa peine. Il n'a pas vocation à s'insérer dans la société. 8000 personnes sous OQTF sont actuellement en centre de rétention en France. Le projet de loi de réforme de la justice pénale sera présenté en Conseil des ministres à la rentrée. Raphaël Steinville, quand on regarde les chiffres sur une longue période, depuis 2012, c'est 1 million de QTF qui ont été prononcés et seuls 6,9% ont été appliqués. C'est-à-dire qu'on voit à quel point on n'y arrive pas, mais ça fait un moment en réalité qu'on n'y arrive pas, qu'on prononce des décisions qui ne sont jamais appliquées. Oui, et c'est une particularité française parce que, notamment chez nos voisins, et je pense à l'Allemagne, je crois que ce sont 50% des OQTF qui sont réalisés. À force de promettre, souvenez-vous, Emmanuel Macron en 2019, dans une interview à Valeurs Actuelles, promettait 100% de reconduite exécutée. On n'est plus cru, malheureusement. Et donc, ça ne fait que souligner encore davantage l'impuissance française. C'est dévastateur. Les illégaux qui sont en France ont compris que dès lors qu'ils avaient mis un pied sur notre territoire, quelles que soient les décisions qui pourront être prononcées à leur encontre, finalement, la plus grande probabilité est qu'ils puissent rester pour l'éternité. Et c'est bien ça le drame, cette impossibilité aujourd'hui que les pouvoirs publics ont à exécuter ces obligations de quitter le territoire. Et puis, Georges Fenech, on voit aussi qu'on a eu des ministres volontaires, Gérald Darmanin, puis Bruno Retailleau, qui disent à chaque fois qu'il faut accélérer le fait que les OQTF soient renvoyés du territoire national, mais on voit à chaque fois les mêmes problèmes, c'est-à-dire les pays qui ne veulent pas récupérer leurs ressortissants. Oui. Et nous sommes bloqués. La volonté politique se heurte très vite à des obstacles dans ces cas-là. Alors, très modestement, moi j'ai une solution qui dépend que de... Vous allez les mettre à Saint-Pierre-et-Miquelon, attention. Non, j'ai une solution. Pourquoi pas? Oui. Non, moi j'ai une autre solution, c'est que l'obligation de quitter le territoire, si elle n'est pas exécutée, elle est sanctionnée par un délit. Qui s'appelle comment? Le délit de séjour irrégulier. Que j'ai connu, et que j'ai appliqué professionnellement, qui permettait d'aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Vous ne voulez pas quitter le territoire, vous êtes en situation irrégulière, vous commettez le délit de séjour irrégulier, vous encourez 1 an de prison. Voyez-vous? Et ce délit a été supprimé sous le mandat de François Hollande, en application de décisions directives européennes, etc. Mais à mon avis, il faut repenser ce système. Et je crois qu'un individu étranger qui est certain d'aller en prison pendant 1 an, il se posera quand même la question s'il n'a pas intérêt à rentrer dans son pays, voyez-vous. Donc la solution, elle peut dépendre que de nous aussi, sans attendre le bon vouloir. Oui, il faut trouver d'autres petites astuces pour ne pas dépendre des autres. C'est pas une astuce, c'est vraiment le constat d'une infraction. Moi, je ne parle pas d'astuce, je parle d'un délit qui a existé et qu'il faudrait rétablir très vite. Mais un an ferme aujourd'hui... ça ne sera pas exécuté. Ça ne sera pas exécuté. Mais il faut l'exécuter. Oui, mais en réalité, la Cour de justice de l'Union européenne avait estimé que ce délit de séjour irrégulier était non conforme. C'était en 2011. Oui, mais je vous dis comment ça se passe. Donc là, même si vous remettez ce délit de séjour irrégulier, nos instances supranationales vont estimer que c'est non conforme. On ne va pas se soumettre à chaque fois aux instances. On s'est soumis en 2011. C'est pour ça que ça a été supprimé. On a eu tort. En tout cas, dans l'état du droit, c'est comme ça que ça se passerait. Et Judith, on voit aussi que jusque-là, il est quand même encore possible aujourd'hui que des OQTF qui n'ont donc rien à faire sur le territoire, avec normalement comme seul avenir de quitter la France, peuvent avoir des aménagements de peine comme n'importe quel détenu. On se dit on va aménager sa peine pour permettre une réinsertion plus facile. C'est-à-dire qu'on voit que non seulement, comme on le disait, ils restent en France, donc c'est pas dissuasif, et en plus ils peuvent profiter d'aménagements de peine comme tout le monde. Oui, alors pour rester dans le domaine judiciaire, l'arsenal est très riche. Patrick Stefanini, qui s'occupait d'immigration, un grand spécialiste au ministère de l'Intérieur, parlait récemment d'utiliser ce qu'on appelle la libération-expulsion. C'est-à-dire que pour les délinquants étrangers en prison, il existe une possibilité de leur proposer d'être expulsés
sans accomplir de peine ou que leur peine soit écourtée. Dans ces conditions-là, je ne parle pas de meurtriers ou d'auteurs de faits extrêmement graves. Dans ces conditions-là, bizarrement, ils sont de bien meilleure volonté pour rentrer dans leur pays. Mais ça n'empêche pas que vous n'obtiendrez pas les laissez-passer consulaires d'Algérie. C'est pas la peine. C'est pas dès lors qu'ils sont libérés. C'est plus une expulsion alors. Oui, ils partent libération, expulsion. Entre guillemets. Libération, c'est plus une expulsion. On leur propose une expulsion en échange de leur libération. Ils redeviennent des citoyens lambda, détenteurs du passeport de leur pays d'origine, l'Algérie au hasard, puisque c'est la nationalité principale aujourd'hui dans les OQTF non exécutés. Et là, vous avez des gens qui sont volontaires pour partir, sans que les autorités algériennes aient leur mot à dire. Absolument. Et puisque j'aborde ce sujet-là, évidemment, la diplomatie est essentielle. Il n'y a pas que le judiciaire. Et tant qu'on continuera à appliquer la stratégie de la carpette, c'est Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot vis-à-vis de l'Algérie, on n'avancera pas. On va changer de sujet pour les quelques minutes qui nous restent. On va parler maintenant d'une problématique en Haute-Garonne. Depuis le mois de mai, jusqu'à 200 caravanes sont installées totalement illégalement sur un terrain entre deux communes du département. Une situation évidemment qui exaspère les riverains. Les précisions signées Chloé Tarka. Un champ transformé en campement. Depuis le 25 mai, plusieurs familles de gens du voyage se sont installées ici, entre les communes de Roques et Villeneuve-Tolosane. Une occupation illégale. Jusqu'à 200 caravanes ont été comptabilisées. Dégradation, poubelles qui débordent, nuisances sonores, branchements sauvages, les riverains n'en peuvent plus. C'est invivable pour nous riverains en termes de bruit, d'insalubrité. Tout est sale, il y a du papier toilette de partout, des allers-retours jour et nuit de véhicules. Ma fille s'est fait suivre la semaine dernière, ce qui n'est jamais arrivé. Enfin, ça crée vraiment un sentiment d'insécurité. Malgré les signalements répétés à la mairie et à la préfecture, aucune évacuation n'a été engagée. Dans un mail, le cabinet du maire reconnaît son impuissance. Malheureusement, je crains que notre réponse ne vous satisfasse pas, étant donné que la situation est toujours la même et nos moyens d'action toujours extrêmement limités, notamment dans ce cas de figure, sur des terrains privés. On a envoyé plein de courriers à la préfecture, à nos députés, à la mairie, prouvant que ce qui était dit était faux et que les terrains appartiennent bien en partie à la mairie de Villeneuve, qui a donc des possibilités. Donc on attend juste que la loi soit appliquée. Plusieurs habitants ont décidé de saisir la justice. Une plainte a été déposée auprès du procureur de la République. Georges Fenech, on entend l'exaspération de ces riverains qui disent oui mais c'est un terrain communal donc le maire peut faire quelque chose. C'est pas si simple non plus quand vous avez plus de 200 caravanes. On imagine assez mal le maire aller sur place et les faire sortir manu militari. Oui, vous savez que c'est une question qui touche beaucoup de nos communes, de nos villages, et les maires sont confrontés à cette situation très, très complexe à gérer. Tout simplement parce que vous êtes face à un groupement important, avec des caravanes en nombre, des gens qui ne sont pas faciles non plus, il faut reconnaître, même s'ils sont sympathiques par ailleurs. Mais qui veulent rester de toute façon. Qui veulent rester, qui commettent effectivement beaucoup de désordres, ne serait-ce que se brancher sur le réseau, etc. Et pour obtenir leur évacuation, s'ils ne sont pas consentants, il faut une décision de justice, donc ça prend du temps. Il faut déjà trouver un juge, bon voilà. Et puis ensuite, il faut une décision de réquisition de la force publique. Oui, donc ils font partie d'eux-mêmes avant que tout ça soit mis en place. Non, c'est-à-dire qu'en fait, ça risque de provoquer des incidents encore beaucoup plus graves quand vous utilisez. Donc tout cela doit être fait habilement, intelligemment. Ce qu'on peut regretter, c'est que les gens du voyage, qu'encore une fois par ailleurs on estime, n'utilisent pas les aires de grand passage qui sont à leur disposition dans les communes, vous voyez, ou dans certaines communes. C'est là qu'on voit qu'il y a un non-respect de la loi qui leur est imputable. Parce que c'est vrai que Sarah Salman, on avait récemment l'exemple pareil d'un terrain qui avait été occupé illégalement, alors que le maire de la commune nous disait on a une aire qui pourrait tous les accueillir à quelques kilomètres, ça n'est vraiment pas loin. Mais là, effectivement, peut-être qu'ils veulent s'installer là. Alors, ils ont les moyens de le faire ailleurs, de manière totalement légale, sans déranger personne. C'est ça qui est complètement lunaire, c'est qu'on leur propose une alternative et qu'ils ne veulent pas. Et j'ai surtout une pensée pour les riverains. Vous êtes riverains, vous habitez là et c'est à vous de déménager, de bouger, de vous adapter parce que les gens du voyage n'ont pas envie de se mettre au bon endroit. Et bien ça, c'est absolument scandaleux. On leur propose quelque chose, ils estiment non, ça ne nous convient pas, on reste là et c'est aux autres de s'adapter. Les maires sont vraiment
extrêmement esselés dans cette situation. Moi, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus soutenus parce que finalement, plus personne ne voudrait être maire quand on voit les risques qu'ils prennent et le manque de moyens, que ce soit humains, matériels, financiers. Ça devient assez compliqué d'exercer ce mandat. Et avec parfois beaucoup de conséquences, notamment sur un autre terrain à Coulougnac-Chamiers. Alors, pareil, des installations illégales de caravanes. Du coup, les footballeurs ne peuvent pas s'entraîner. C'est le terrain où normalement ils s'entraînent. Et il y avait un rassemblement d'une association évangélique tzigane prévu à ce moment-là qui, a priori, ne pourra pas se tenir puisque le terrain est occupé. Judith Vintraube, une fois de plus aussi, ce sont les maires laissés un peu seuls face à cette situation. L'exaspération des riverains d'un côté, leur impuissance malheureusement de l'autre. Et à chaque fois, ils nous disent, nous, on n'a pas de solution, on ne sait plus quoi faire. Oui, mais en fait, c'est pas simplement parce qu'ils n'ont pas envie ou que le lieu ne leur convient pas, c'est que c'est payant. Les aires de grand passage, vous payez l'emplacement, vous payez les services, l'électricité. Comme il y a l'électricité, de l'eau, c'est payé, oui. Voilà. Donc c'est pas juste un caprice, il y a des raisons économiques. Mais bon, on est vraiment dans l'absence de bon sens absolu, tel que Gérald Darmanin le décrivait dans son interview hier au JDD. C'est absolument n'importe quoi. On donne une prime aux délinquants, puisque ce sont des gens qui sont en infraction avec la loi. Et qui n'auront peut-être pas de sanctions. Enfin, je pose la question, quelles seront les sanctions concrètes ? Aucune, hein. Je pense que... Une fois qu'ils partent, ils partent. Hein. Oui, parce que c'est ça le problème, Raphaël, c'est que souvent, en fait, les maires exaspérés nous disent à la fin comment se règle la situation. En fait, un jour ou l'autre, ils ont besoin d'aller ailleurs et donc ils partent d'eux-mêmes. C'est la solution, en fait, c'est d'attendre qu'ils partent. Pas volontaire. Je ne crois pas qu'on mesure suffisamment le coût que l'on fait supporter à la société l'accueil des gens du voyage. Parce que obligation est faite aux communes de plus de 5000 habitants d'avoir ce genre d'aire d'accueil qui, ça a été rappelé, sont souvent inoccupées parce que payantes. Et donc, ça a supposé des coûts d'infrastructure, une partie des terrains mobilisés à cet usage plutôt qu'à d'autres. Et finalement, pour un sous-emploi, et que ces gens du voyage viennent occuper l'espace public ou privé ailleurs, avec toutes les nuisances que ce genre d'installation et l'impréparation de ces installations conduit, avec les nuisances pour les riverains. Vraiment, ça a un double coût pour ces communes. Oui, je pense que on n'est pas loin de quelque chose d'insupportable, en tout cas pour les Français. Et c'est l'heure pour les auditeurs d'Europe 1 qui étaient avec nous depuis le début de l'émission de retrouver le club des